Salut les petits potes, c'est Delcor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. C'est une histoire en plusieurs parties. Je vous dirai pas le nombre histoire de pas vous spoil, mais j'ai tout lu et c'est vraiment quelque chose de fou. Et je suis pressé de vous raconter cette nouvelle série. Elle aura droit à sa propre playlist sur YouTube et d'ailleurs il y a déjà 2 séries comme ça sur la chaîne que je te recommande vivement. Le mieux si tu veux pas te prendre la tête à chercher telle partie ou telle partie, eh bien c'est de regarder ces 2 compilations qui justement compilent entièrement ces histoires. Je te mets les liens en description. Sachant que je le précise, certaines personnes disaient « Oh non, moi je veux pas de série, je préfère en one shot et tout ». Et bah devinez qui en redemandait dans les commentaires. Voilà, t'as compris. Eh bien j'ai mis beaucoup de temps pour vous trouver un truc assez satisfaisant à vous raconter. Alors ça change vraiment du format thread horror classique si je peux dire. Mais ce n'est pas plus mal. Allez, les derniers petits points et après on commence. Aujourd'hui je vais te raconter 2 parties de l'histoire et non pas une seule. En fait tu verras que je pouvais pas te laisser avec une seule partie. C'est juste pas possible. Et après cette vidéo, il y a une partie par semaine. Bon allez, si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Il y a 3 ans, je consultais les petites annonces d'emploi local en ligne, lorsqu'une des annonces a attiré mon attention. Non pas à cause de ce qu'elle disait, mais parce qu'elle en disait si peu. Si je me souviens bien, l'annonce disait simplement « Emploi disponible, bonne paye, aucun avantage, discrétion requise ». Il y avait également une adresse email indiquée. Et c'est tout. À l'époque, je dirigeais un magasin de musique, mais j'avais déjà entendu des rumeurs selon lesquelles nous allions fermer d'ici 1 an. Et la possibilité d'un transfert vers un autre magasin était assez mince. Je regardais avec un air maussade les offres d'emploi ces derniers jours, mais celle-ci était la première qui ressortait. Ne serait-ce parce que je m'ennuyais et que c'était bizarre. J'ai donc envoyé un email. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu une réponse me disant de me rendre dans un immeuble de bureau particulier situé dans un quartier chic de la ville à une heure précise pour mon entretien. J'y suis allé et après avoir attendu quelques minutes dans le hall, j'ai été emmené dans un bureau où on m'a donné une série de formulaires et de questionnaires à remplir. Ils les ont récupérés et m'ont dit qu'ils me contacteraient. J'avais presque oublié tout cela. Jusqu'à 1 mois plus tard, je reçois un appel m'informant que j'étais passé à la 2e étape du processus d'embauche. On m'a de nouveau donné une adresse et une heure. Et quand je suis arrivé, cette fois-ci c'était un autre joli parc de bureaux, à 30 km du premier. J'ai été accueilli par un homme qui s'est présenté comme étant Monsieur Solomon. Il m'a escorté dans une grande pièce contenant une chaise et un bureau. Sur le bureau se trouvaient 2 grands moniteurs. Un clavier et une souris, ainsi qu'une boîte métallique boulonnée sur laquelle se trouvaient 2 boutons surdimensionnés, un rouge et un vert. Il m'a dit que cette pièce était un modèle pour l'endroit où je travaillerais si j'acceptais ce poste. Il a décrit le travail comme suit. Je travaillerais 7 fois 6 heures chaque semaine. Mon travail serait simple. J'arrivais au travail 10 minutes plus tôt et j'entrais dans une zone extérieure qui ressemblait à un vestiaire. J'aurais mon propre casier personnel. Je rangerais toutes mes affaires dans le casier et enfilerais les vêtements de travail fournis. Je ne devrais en aucun cas, en aucune circonstance, transporter aucun objet qui m'appartiendrait dans la salle de surveillance. Je ne devrais en aucun cas emporter avec moi un objet provenant de la salle de surveillance. Quant à ce que je devais faire dans la salle de surveillance, on m'a dit que le moniteur de gauche afficherait en permanence un flux en direct provenant d'une caméra haute définition située dans un endroit éloigné. Mon travail consistait simplement à regarder la caméra. Une fois par heure, j'allais sur l'ordinateur connecté au bon moniteur et saisissais un bref rapport décrivant tout ce qui s'était passé d'intéressant au cours de la dernière heure. Je n'aurais ni stylo, ni crayon, ni papier et je ne devrais jamais essayer de prendre des notes écrites sur le travail. Quant au bouton rouge et vert, le bouton rouge ne devait être utilisé qu'en cas d'urgence. Cela signifiait quelque chose sur la vidéo ou dans mon espace de travail qui nécessitait une aide extérieure. Il fallait appuyer sur le bouton vert si je voyais quelque chose de particulièrement remarquable sur le flux vidéo. Cela dirait à d'autres personnes quelque part que, du moins à mon avis, quelque chose d'intéressant se passait. Solomon a souligné que même si j'avais le pouvoir décisionnaire d'utiliser ce bouton, je devrais plutôt pécher par excès de ne l'utiliser que si et quand quelque chose de réellement important se produisait. Il a montré la caméra au plafond de la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Il a dit que la vraie pièce serait la même. Mon travail était d'observer et d'autres personnes regardaient également la salle sur le flux vidéo. Il a dit que je n'étais qu'un remplaçant au cas où d'autres systèmes tomberaient en panne. Il a ensuite souri et m'a demandé si je savais ce qu'il entendait par licenciement. J'ai acquiescé, essayant de ne pas montrer mon irritation. Je ne parle pas très bien aux gens, alors parfois ils pensent que je suis stupide. C'est bon, laissez-le penser qu'il me paye assez bien. Le salaire était vraiment bon, 35 $ de l'heure. D'ailleurs, cela m'a inquiété. Je pensais déjà qu'il s'agissait d'une sorte d'expérience psychologique ou d'un travail secret du gouvernement.
avec lequel j'étais d'accord. Mais bon, ce genre d'argent pour s'asseoir et regarder un écran, ma mère m'a toujours dit que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, eh bien c'est probablement le cas. Et cela semblait être trop beau pour être vrai. J'ai demandé si j'allais faire quelque chose d'illégal. Solomon a ri et a dit non. J'ai demandé si quelqu'un allait être blessé. Encore une fois, il secoua la tête. Il a expliqué que la raison pour laquelle il payait autant était qu'ils avaient besoin d'employés motivés pour être professionnels et discrets. Le travail qu'ils accomplissaient était important et pour diverses raisons, il ne pouvait être divulgué. Si j'acceptais ce poste, je devrais signer des papiers promettant de ne jamais discuter de mon travail là-bas. Sinon, je pourrais être poursuivi en justice ou incarcéré. Je ne fais que rompre ça maintenant à cause de tout ce qui s'est passé. J'ai donc accepté le poste et comme il voulait que je commence tout de suite, j'ai dû quitter le magasin sans préavis. Je me sentais mal à ce propos, mais j'étais aussi enthousiasmé par ce nouveau travail. C'était beaucoup d'argent et cela semblait être un travail assez facile, même s'il était un petit peu ennuyeux. J'étais nerveux à l'idée qu'il y ait quelque chose de plus, mais je me suis dit que je devrais juste voir. Inutile de me dégonfler et de perdre une bonne occasion, parce que je laisse mon imagination devenir folle. On m'a donné le lieu du travail lui-même, et quand j'y suis allé, j'ai été constaté que c'était vraiment comme la salle modèle qu'on m'avait montrée, avec seulement quelques petites différences. Il y avait un vestiaire par lequel il fallait passer pour entrer dans la salle de surveillance. Et il y avait également une petite salle de bain attenante à la véritable salle de surveillance. La vraie pièce avait une petite fontaine d'eau dans un coin, mais comme je n'avais le droit d'apporter quoi que ce soit avec moi, je devais manger avant ou après chaque quart de travail. La plus grande différence, bien entendu, était que les moniteurs étaient allumés. Le bon moniteur n'était qu'un terminal noir et blanc, comme on le voit parfois dans les films. Je pouvais saisir mes rapports, mais pas d'internet à consulter ou quelque chose comme ça. Le moniteur de gauche, quant à lui, c'était une vidéo d'une pièce. On pourra appeler cela une chambre, je suppose, parce qu'il y avait un lit dedans, mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Une télévision, un canapé et des chaises, quelques tables et beaucoup d'espace vide entre les deux. La caméra doit être située en hauteur dans un coin, car je pouvais voir à peu près tout, sauf les côtés les plus éloignés des meubles. Mais au début, je n'ai rien remarqué de tout cela. Tout ce que j'ai vu, c'était elle. Elle avait l'air un peu plus âgée que moi, et elle était très jolie. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle était allongée sur le côté sur le canapé. C'était la partie de la pièce la plus éloignée de la caméra, mais l'image était très claire, et je pouvais dire qu'elle dormait. Je me suis retrouvé penché davantage sur le moniteur pour mieux la voir. Puis, j'ai pensé à ce que je faisais. Et je me suis senti gêné. C'est comme si je l'espionnais. Un voyeur, comme ma mère l'appelait. Je ne voulais pas être un voyeur, mais je ne voulais pas non plus être idiot. J'avais besoin d'y réfléchir lentement. C'était du bon travail, et je n'avais rien fait de mal, n'est-ce pas? Je ne faisais de mal à personne. La femme avait l'air bien, et la chambre était agréable. Elle a probablement accepté d'être là, et ce n'est qu'une expérience ou quelque chose du genre. J'étais juste en train de réagir de manière excessive. Alors je me suis assis sur la chaise et j'ai commencé mon travail. Il ne m'a pas fallu longtemps pour en comprendre davantage. La femme, que j'avais pris l'habitude d'appeler Rachel, n'était pas là de son plein gré. Je ne l'ai jamais vue blessée, mais il était clair qu'elle n'avait jamais quitté cette pièce. Sauf pour aller dans ce que je pense être une salle de bain que ma caméra ne pouvait pas voir. Eh bien, elle n'a jamais quitté la pièce seule. Périodiquement, généralement 2 fois par semaine pendant mes quarts de travail, des hommes et des femmes vêtus de tenues étranges entraient et la faisaient sortir de la pièce. Parfois, elle se débattait, mais généralement, elle se contentait de suivre, la tête baissée. Il la ramenait toujours, même si les moments où elle n'était pas ramenée pendant mon service étaient toujours les pires pour moi. Je m'inquiétais pour elle jusqu'à ce que j'arrive au travail le lendemain et que je la vois dans la pièce en train de regarder la télévision ou de peindre. Elle n'avait jamais eu l'air blessée ou même bouleversée, sauf lorsqu'ils l'avaient emmenée. Et même lorsqu'elle se battait, ils étaient toujours gentils avec elle. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai envisagé de quitter mon emploi ou d'appuyer sur le bouton rouge et de demander à quelqu'un de venir pour obtenir des réponses. Ou même appeler la police et leur montrer ce que la caméra me montrait. Sauf que j'avais peur. J'ai peur de perdre mon emploi et peur de ce que ces gens pourraient me faire si je démissionnais ou si je les dénonçais. Salomon m'avait dit lorsque j'avais accepté ce poste qu'être discret consistait notamment à ne pas poser de questions. On ne me demanderait jamais de faire plus que ce qu'on m'avait déjà demandé. Mais je ne pourrais jamais dire à personne ce que j'avais fait ou vu. Et je ne pourrais jamais poser de questions sur ce que je faisais ou pourquoi. Alors je me suis trouvé des excuses. Tout cela n'était qu'une expérience. Elle était folle ou malade et ils essayaient de l'aider. Elle faisait un travail, tout comme moi. Ou si elle était vraiment prisonnière quelque part, au moins je surveillais pour m'assurer qu'elle allait bien. S'ils essayaient de lui faire du mal, ou si je voyais qu'elle ne voulait vraiment pas être là, je pourrais alors obtenir de l'aide.
D'une certaine manière, me suis dit-je, j'aidais à la protéger en la regardant. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez mes excuses, surtout maintenant. Mais pour ma défense, lorsque les choses ont changé, je ne l'ai pas ignoré ni essayé de l'expliquer. Je savais que quelque chose devait être fait. Rachel peignait habituellement pendant 1 heure ou 2 chaque jour, et cela semblait toujours pendant mes quarts de travail de l'après-midi. Pour autant que je sache, la pièce n'avait pas de fenêtre, mais je suppose qu'elle utilisait soit une horloge, soit le temps de son propre corps pour respecter une sorte d'horaire. J'ai toujours aimé la regarder peindre. Ce qu'elle peignait était toujours dans le mauvais sens pour que je le voie, mais je pouvais voir son visage pendant qu'elle faisait ça. Elle avait l'air toujours paisible et heureuse quand elle peignait. Et la voir ainsi, souriant sereinement de temps en temps lorsqu'elle obtenait quelque chose comme elle le voulait, a toujours fait ma journée. J'ai remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle a commencé à peindre plus fréquemment. Il y a de cela quelques semaines. Son expression était plus concentrée et sérieuse. Il y avait une tension dans ses mouvements que je n'avais pas l'habitude de voir. Au début, je pensais qu'elle essayait juste de travailler dur sur quelque chose et je voulais lui dire de ne pas s'inquiéter. Toutes les quelques semaines, les autres venaient et retiraient les vieilles peintures de toute façon, apportant une nouvelle pile de, je pense que le mot est toile. Mais c'était plus qu'une simple concentration. Quelque chose n'allait clairement pas. Elle n'avait pas l'air heureuse et elle y allait pendant des heures. En l'espace de 3 jours, elle a terminé 4 tableaux. J'étais de plus en plus inquiet en la regardant travailler. Et quand elle a terminé le 4e tableau, je me suis retrouvé à lui dire de s'arrêter et de se reposer un petit moment. Je m'étais habitué à parler au moniteur, à lui parler à ma manière. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Au lieu de cela, elle a commencé à déplacer les tableaux, disposés sur le dossier et le siège du long canapé au fond de la pièce. C'était la première fois que je voyais l'une de ses peintures. Même lorsque les autres les sortaient, il semblait toujours détourné de la caméra. J'étais toujours inquiet pour elle, mais j'étais aussi heureux de voir enfin quelque chose sur lequel elle avait travaillé. Heureux et émerveillé. Ils étaient beaux. L'une d'elles était une belle forêt verte. Un autre était un vieux puits en pierre. Une 3e peinture était une maison isolée sur une petite île. La dernière était une salle de cinéma, à l'ancienne. Tous ressemblaient à quelque chose d'un rêve, avec des lignes de couleurs se mélangeant dans l'air, autour d'eux, comme des feuilles prises dans le vent. Ce n'est qu'en regardant de plus près que j'ai réalisé que les lignes de couleurs n'étaient pas aléatoires. Cela formait des mots, faciles à manquer si vous ne regardiez pas de près. Et en eux-mêmes, ils ne semblaient pas signifier grand-chose. Juste le fantôme d'un mot, quelque part dans chacune des peintures. Facile à perdre dans tout ce qui était montré. Je me penchais vers le moniteur et je plissais les yeux, essayant de lire les mots. Puis mon cœur s'est mis à battre à tout rompre alors que je les distinguais, clignant des yeux et me frottant les yeux. J'ai regardé à nouveau, les lisant à voix haute dans l'ordre, de gauche à droite, la paire du haut puis celle du bas. S'il te plaît, aide-moi, Thomas. Je me suis éloigné du moniteur, la main sur la bouche. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment tout cela pouvait arriver. Ce n'était pas seulement qu'elle demandait de l'aide, même si c'était une grande partie du problème. Le truc le plus fou, c'est que je m'appelle Thomas. Et voilà, c'est comme ça que se termine la première partie. Sauf que, comme je te l'ai dit, il y a une deuxième partie qui va être racontée tout de suite. Bon, juste avant de commencer la partie 2, si jamais petit pouce bleu et abonnement, ça fera toujours plaisir. Allez, on reprend direct. J'ai pensé à la caméra au-dessus de moi et j'ai retiré ma main de mon visage. Je suis retourné au bureau et je me suis assis là, essayant d'arrêter de trembler, essayant de me forcer à reprendre mon souffle. Pense-y lentement. La première chose était, est-ce que je dois appuyer sur un bouton? Le bouton rouge était pour une urgence. Si elle était prisonnière ou quelque chose du genre et qu'elle essayait de s'échapper, il pourrait penser qu'il s'agissait d'une urgence. Mais à ma connaissance, personne n'a été blessé. Et je pense que Monsieur Salomon voulait dire garder cela pour quelque chose qui ressemblait à une urgence de police ou d'ambulance, pas quelque chose comme ça. Mais qu'en est-il du bouton vert? C'était définitivement quelque chose de remarquable. Non seulement elle demandait de l'aide, mais elle me demandait de l'aide. Je me suis obligé à m'arrêter un instant. Je ne pouvais pas être sûr qu'elle me le demandait. J'étais allé à l'école avec plusieurs garçons nommés Thomas. C'était un prénom connu. Mais les chances qu'elle peigne ce nom quand je travaillais ici, je ne voulais pas être idiot, mais je n'essayais pas de l'être trop. Quel est le mot déjà? Maman avait l'habitude de le dire quand elle lisait ses livres d'anges. Ah oui, les sceptiques. Je ne voulais pas non plus être sceptique du coup. Je devais croire que c'était probablement fait pour moi. Mais bon, est-ce que je devais vraiment appuyer sur le bouton vert? Mes mains se dirigeaient vers la boîte métallique posée sur le bureau. Mais j'hésitais, vraiment. Je n'aimais pas enfreindre les règles et j'avais peur de ce qui arriverait si je les enfreignais. S'ils la retenaient réellement prisonnière, alors ils étaient probablement de très mauvaises personnes.
Mais je ne le savais pas. Peut-être qu'ils étaient bons et elle était mauvaise. J'ai regardé le moniteur pour la première fois depuis la lecture des mots. Rachel était en train de retirer les tableaux du canapé, comme si elle savait que le message avait été reçu. Une toile dans chaque main. Elle leva les yeux vers la caméra alors qu'elle traversa la pièce. Et c'était comme si elle me regardait directement. Ma poitrine se serra, tandis que mes mains s'éloignaient des boutons. Non, je ne pensais pas qu'elle était mauvaise. Je l'avais observée pendant des années. J'avais l'impression de la connaître, de savoir si elle était mauvaise. Aussi étrange que cela puisse paraître, d'une certaine manière, elle était mon amie. Et j'allais vraiment essayer de l'aider. J'ai passé le reste de mon quart de travail à essayer d'agir normalement et de réfléchir à quoi faire. Je savais que quiconque regardait aurait pu remarquer les peintures ou voir comment j'agissais. Mais je ne pouvais pas m'en inquiéter. J'essayais de la jouer cool et de réfléchir à la façon dont je pourrais l'aider. Les seules personnes que j'avais rencontrées en rapport avec ce travail étaient quelques personnes lorsque j'avais rempli les papiers. Puis, Monsieur Salomon lorsqu'il m'a montré la salle des modèles et qu'il m'a expliqué le travail. Je n'avais aucun moyen de les contacter, sauf via les boutons. Mes chèques étaient déposés électroniquement et je n'avais jamais rencontré personne d'autre travaillant dans la salle de surveillance. Cette pensée m'a fait arrêter une seconde. J'ai toujours pensé que c'était bizarre de ne jamais croiser quelqu'un lorsque j'allais ou partais. La personne pour laquelle je prenais la relève ou celle qui me remplaçait. J'avais toujours pensé qu'il devait y avoir d'autres personnes, même d'autres salles de surveillance, et ils nous ont juste programmés pour que nous ne le croisions pas. Mais je pensais toujours qu'il y en avait d'autres. Une des raisons pour laquelle je pensais cela était qu'il me semblait que je n'étais pas la seule personne à utiliser ma salle de surveillance. La fontaine à eau, le papier toilette, le savon, ils semblaient tous descendre plus vite que je ne pensais l'utiliser moi-même. Si c'était vrai, je pourrais peut-être découvrir qui ils étaient. Et peut-être que je pourrais leur parler plus en sécurité que celui pour qui je travaillais. J'ai quitté le travail à 8 h du soir et, au lieu de prendre à manger et de rentrer chez moi, j'ai fait le tour du pâté de maison avec ma voiture. Puis je me suis garé dans la rue de l'immeuble où je travaillais. Rien n'avait changé pendant 1 minute. Aucune nouvelle voiture n'était garée ou quoi que ce soit. Et si j'avais raison, ils n'ont envoyé personne pour me remplacer jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que j'étais parti de toute façon. Alors je me suis assis et j'ai attendu. J'étais fatigué. Et la rue était plutôt vide et ennuyeuse. Mais j'étais trop excité et effrayé pour m'endormir. Chaque fois qu'une voiture passait ou que quelqu'un marchait sur le trottoir, je me tendais. J'imaginais sans cesse un SUV ou une camionnette s'arrêtant derrière moi. Des hommes sortant et me faisant sortir de ma voiture par force. J'imaginais qu'ils m'emmèneraient quelque part et qu'ils me torturaient ou me tuaient. Une demi-douzaine de fois, j'ai failli démarrer et partir. Mais à chaque fois, je pensais à elle seule dans cette pièce. Elle n'avait personne d'autre que moi pour l'aider. Et je devais essayer au moins. 2 heures plus tard, un homme gros et chauve s'est garé et il a commencé à se diriger vers le bâtiment. Dès que j'ai vu qu'il était capable d'ouvrir la portière et d'entrer, j'ai ouvert la portière de ma voiture pour aller lui parler. Puis j'ai arrêté. J'avais besoin d'être intelligent. Je ne savais pas où il se trouvait, mais j'étais sûr qu'il y avait des caméras cachées dans les vestiaires et à l'extérieur du bâtiment. Si j'y vais et que je confronte ce type, ils sauront avec certitude que je prépare quelque chose. Soupirant de frustration, je fermai la porte et attendis que son cœur de travail soit terminé. J'ai envisagé de le suivre comme dans les films, mais j'avais peur de le perdre ou qu'il appelle quelqu'un à l'aide. J'ai donc attendu qu'il retourne à sa voiture après 6 heures de travail. Avec un peu de chance, assez loin pour que les caméras ne le voient pas. Et puis j'ai rencontré l'homme que j'ai connu sous le nom de Charles Jefferies. Hé mec, je peux te parler? Il me tournait le dos et il agitait distraitement sa main sans lever les yeux. Non, désolé, j'ai pas d'argent. Passez une bonne journée. Il se figea alors qu'il me regardait tout en parlant. Ah mon Dieu, non, tu dois sortir d'ici gamin. Nous n'avons pas le droit de parler. Je pouvais dire qu'il avait peur, mais je ne pouvais pas prendre le risque de le laisser partir maintenant. Pas après tout ça. Je me suis avancé et j'ai repoussé la porte alors qu'il essayait de monter dans sa voiture. Alors tu sais qui je suis. J'ai essayé de ne pas paraître méchant, mais je pouvais entendre à quel point j'étais en colère dans ma voix. Il tira de nouveau sur la porte, mais je la tenais toujours, et j'étais plus fort que lui. Après une seconde traction, plus faible, il se retourna, le visage tendu et fatigué. Ouais, je sais qui tu es. Vous travaillez ici, tout comme moi. Et je vous le dis, nous ne sommes pas censés nous parler. Nous ne sommes jamais censés nous rencontrer. J'ai froncé les sourcils et je lui ai dit « Ah, Monsieur Salomon ne me l'a jamais dit. Il n'a jamais dit que cela faisait partie des règles. » L'homme a alors secoué la tête. « Hein, Monsieur Salomon, ouais. Eh bien, il y a beaucoup de règles qu'ils ne vous disent pas. Je parie qu'ils ne vous ont pas dit ce que vous alliez regarder avant de commencer, n'est-ce pas ?» Alors que je baissais les yeux, il continua. « Ouais, moi non plus. J'occupe ce poste depuis 10 ans. J'ai vu d'autres personnes aller et venir. Généralement parce qu'elles enfreignaient l'une de ces règles dont elles n'avaient jamais parlé. La seule raison pour laquelle je suis toujours là,
c'est parce que je garde la tête baissée et la bouche fermée. Il m'a alors pointé du doigt et a fini de dire « Tu devrais faire de même, s'il n'est pas déjà trop tard. » J'ai senti mon estomac se nouer. Comment ça trop tard? L'homme s'est alors frotté le visage. « Gamin, tu penses qu'ils ne savent pas que nous parlons? Tu penses qu'il se passe quelque chose dont ils ne sont pas au courant ?» Il regarda vers le bâtiment, un air de tristesse et de peur dans les yeux. « Bon sang, pour autant que je sache, tu nous as déjà tués tous les deux. » Secouant la tête, il me repoussa et commença à ouvrir la porte. « De toute façon, j'ai fini de prendre des risques. Vous devez arrêter de poser des questions et simplement faire votre travail. C'est beaucoup plus simple pour vous. » Sur ce, il monta dans sa voiture et ferma la portière. Je n'ai pas essayé de l'arrêter cette fois, même si j'étais déjà inquiet de ce qu'il me disait. L'entendre confirmer était paralysant. Quel était exactement mon plan? Il n'en savait probablement pas plus que moi. Et même s'il le savait, que pourrais-je faire de tout ce qu'il me disait? Je suis retourné à ma voiture le cœur lourd. J'avais toujours peur, mais plus que ça, j'étais triste et honteux. Je voulais aider Rachel, mais je ne savais pas comment. Je n'abandonnais pas. Mais alors que je rentrais à mon appartement, je ne pensais pas à ce que je devais faire ensuite. Je n'étais pas dans un film. Je n'étais clairement pas un héros. Et les seules idées qui me restaient étaient soit d'aller voir la police, qui pouvait être contrôlée par celui pour qui je travaillais, soit d'essayer d'obtenir moi-même la preuve qu'elle était retenue prisonnière. Alors que je garais ma voiture et entrais dans mon immeuble, j'ai pris une décision. À moins que je ne trouve quelque chose de mieux du jour au lendemain, j'adopterai les deux idées. Demain, j'enfreindrai la règle selon laquelle il ne faut emporter quoi que ce soit. J'utiliserai mon téléphone pour enregistrer une vidéo de la salle de surveillance, de Rachel et de la façon dont elle était piégée quelque part, et de moi racontant tout ce que je savais. Et je l'enverrai par email à tous les journaux, sites web et canaux internet auxquels je pouvais penser. J'irai ensuite à la police et leur donnerai une copie également. Si je pouvais tenir aussi longtemps sans me faire prendre. Peut-être que si je faisais tout ça, même s'il m'avait, quelqu'un pourrait aider Rachel. J'étais rempli d'inquiétude et de peur à l'idée d'être blessé ou même tué. Une partie de moi n'arrêtait pas de dire que je devais simplement faire ce qu'on me disait et espérer que tout s'en ira. Mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je faisais ça. Même si je me trompais, j'avais l'impression que je devais essayer. J'étais tellement préoccupé que je n'ai pas entendu la personne venir derrière moi lorsque j'ai déverrouillé la porte de mon appartement. Thomas, je me suis retourné et j'ai senti mes jambes faiblir alors que je trébuchais contre ma porte. Je devais complètement rêver, ou peut-être pire, devenir fou. J'ai attrapé la poignée de ma porte pour me soutenir alors que je regardais la femme devant moi. Cela ne pouvait pas être elle, mais d'une manière ou d'une autre, ça l'était. Rachel, c'est toi? Et voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième partie. Oui, je sais, ça se laisse encore sur une partie comme ça, mais ça fait déjà 30 pages que je lis. Alors je peux pas faire beaucoup plus. Par contre, si vous êtes motivé comme jamais, normalement il faut attendre une semaine pour avoir une autre partie. Mais ça peut se négocier. Voilà, parce que c'est quand même long à faire et tout comme vidéo. Je dirais un petit 1000 pouces bleus et franchement, je vous la fais direct. Je vous la sors après, direct. Voilà, c'est simple. 1000 pouces bleus, c'est pas mal quand même. Donc si vous la débloquez, moi je vous régale. Voilà, c'est donnant. Ça régale, ça régale. Sinon, c'est une semaine après. Normal, c'était le format classique. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces deux parties. Franchement, vous inquiétez pas, c'est du beau qui arrive. Et je suis vraiment très pressé de vous raconter tout ça. Bon, si t'as kiffé, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais tu veux plus d'histoires un petit peu comme ça, n'hésite pas à aller faire un tour sur les deux compilations que je t'ai montrées. Le lien est toujours dans la description. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.